Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et je vous en remercie. Nous avons donc assisté ce jeudi à Washington à la signature d'un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et les deux pays étaient représentés au plus haut niveau. Il y avait le président rwandais Paul Kagame et il y avait le président congolais Félix Antoine Tshisekedi sous l'égide du président américain Donald Trump. C'est un accord qui devrait marquer la fin de la guerre. Vous savez qu'il y a une guerre atroce qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23. Et d'ailleurs, les Congolais disent que le M23 n'existe pas, que c'est une création de l'armée rwandaise, que c'est plutôt l'armée rwandaise qui se bat contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, il y a un processus qui a été engagé depuis longtemps et l'aboutissement, justement, c'est cet accord qui a été signé à Washington entre les deux chefs d'État. C'est une étape importante, mais qui ne marque malheureusement pas la fin des hostilités, puisque nous voyons sur le terrain que les armes sont loin de se taire. Il faut dire également que cette signature d'un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo est intervenue en présence d'autres chefs d'État qui assistaient comme témoins. Il y avait le président angolais et président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço. Il y avait le Kenyan William Ruto, qui est également président en exercice de la communauté des États économiques des États de l'Afrique de l'Est. Et il y avait le Burundais Evariste Ndayishimiye, dont le pays est voisin du Rwanda et de la République démocratique du Congo, et qui joue un rôle majeur dans ce qui se passe en République démocratique du Congo, puisque les troupes burundaises se battent aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo et des alliés que sont les combattants Wazalendo. Et donc, les trois présidents étaient là. Ils assistaient à cette cérémonie de marque, évidemment aussi avec les représentants du Qatar, puisque le Qatar également a joué un rôle majeur dans la médiation qui visait à rapprocher les deux présidents, puisque justement, les deux pays vivaient à couteau tiré jusqu'à présent. Et ce n'est pas encore fini. Avant peut-être d'évoquer ce qui s'est passé, il faut rappeler que c'était une cérémonie très attendue. On avait assisté à la signature du dernier accord entre les deux pays, aussi à Washington le 27 juin. C'est un accord qui avait été signé par les deux ministres des Affaires étrangères, le Rwandais Olivier Nduhungirehe et la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Teresa Kaikwamba Wagner. Lors de la signature de cet accord en juin, il avait été dit que les deux présidents se verraient dans les 2 mois qui allaient suivre, ça veut dire au mois d'août, pour finaliser la signature de cet accord. Ça veut dire qu'on a enregistré en réalité un retard d'à peu près 4 mois. Mais il faut rappeler également que les pourparlers qui viennent de s'achever, je dirais, d'être couronnés par la signature de cet accord entre les deux présidents, ce sont des pourparlers normalement qui ont commencé non pas à Washington, mais sur le continent africain. D'abord, à Luanda, il y avait 2 processus, rappelons-le, pour bien tracer le cadre. Il y avait le processus de Luanda, qui visait à jouer de médiation, à engager un dialogue franc entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'était le premier processus. Et il y avait un deuxième processus dit
processus de Nairobi qui était chapeauté par l'ancien président Uhuru Kenyatta. Et ce processus, c'était entre Congolais. Il s'agissait d'engager un dialogue entre le gouvernement de Kinshasa et les différents groupes qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. On dit qu'il y a plus de 150 groupes armés. Et donc, il s'agissait de rapprocher aussi le gouvernement et ces différents groupes. Et à l'époque, justement, du processus de Nairobi, le M23 devait engager un dialogue aux côtés d'autres groupes. Il n'y avait pas un traitement de faveur. Et je le rappelle pourquoi. Parce que l'année dernière, le 15 décembre 2024, était attendue la signature d'un accord de paix entre les deux présidents à Luanda, Paul Kagame et Félix Tshisekedi. À la dernière minute, Paul Kagame ne s'est pas déplacé, n'a pas fait de déplacement, puisque le Rwanda a posé la condition de dire qu'il faut d'abord que la République démocratique du Congo engage un dialogue direct avec la rébellion du M23. C'est une condition de dernière minute qui est intervenue comme cela et la signature de l'accord de paix n'a pas eu lieu. On l'a dit également sur cette chaîne, cela a provoqué une autre crise puisque les deux processus semblaient en panne. Il n'y avait pas d'avancée majeure. Et on se demandait si réellement le dialogue allait reprendre. C'est là justement, c'est là où est intervenu le président Donald Trump. Dès son retour au pouvoir, il s'est donné comme objectif d'arrêter la guerre en République démocratique du Congo en engageant sa médiation pour que les deux pays puissent trouver un terrain d'entente. Il y avait d'abord les États-Unis, mais il y a également le Qatar. Et le processus de Luanda s'est déplacé à Washington avec les pourparlers, et on a vu également le processus de Nairobi qui s'est déplacé à Doha, non pas pour tous les autres groupes, mais plutôt un dialogue entre la rébellion du M23 et le gouvernement de Kinshasa. Ça veut dire que les États-Unis ont joué un rôle majeur. On va dire que l'administration Trump a joué un rôle majeur et l'administration Trump s'est fait également aider par les autorités du Qatar. Puisque avant que les pourparlers commencent réellement, on a vu au mois de mars, le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi se sont vus à Doha, au Qatar. On a vu cette photo qui a circulé, qui a fait la une de l'actualité internationale. Les deux hommes qui se détestent, il faut le dire, se sont retrouvés quand même autour de l'émir du Qatar. Et c'est depuis lors qu'on a vu que les pourparlers allaient s'engager d'abord entre le gouvernement de Kinshasa et la rébellion du M23 à Doha, et puis avec les pourparlers entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et à Washington. C'est donc les 10 pourparlers qui viennent d'être couronnés par la signature de cet accord qu'on a vu ce jeudi à Washington. Mais qu'est-ce que disent ces accords justement? Puisque la signature de cet accord, c'est un accord d'intégration régionale économique. Il y a d'autres accords qui ont été signés avant. D'abord le cessez-le-feu, mais il y a également d'autres accords de coopération. Je voudrais qu'on écoute la ministre des Affaires étrangères du Congo, Thérèse Kaikwamba Wagner, qui s'exprimait juste après la signature de cet accord, qui nous rappelle ce que contient l'accord et qui a été signé, l'accord de Washington.
3 chefs d'État ont signé ce qui sera connu comme les accords de Washington. Ces accords qui, en fait, entérinent 3 documents importants, à savoir la déclaration de principe qui avait initialement été signée le 25 avril, suivie de l'accord de paix qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le 27 juin, et le cadre d'intégration économique régionale que nous avons signé aujourd'hui, 4 décembre. Donc, ces 3 instruments constituent ce qui est connu maintenant comme les accords de Washington. Comme mon cher collègue l'a déjà indiqué, cette journée a commencé d'abord avec une série d'entretiens au niveau de la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, pendant lequel le président de la République a eu l'occasion d'échanger directement avec son homologue et son hôte américain, y compris justement sur le potentiel et la promesse, si vous voulez, de cet accord de Washington, mais aussi sur les perspectives d'un partenariat bilatéral renforcé entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Après ce passage à la Maison-Blanche, nous avons donc ensuite eu la cérémonie de signature que beaucoup d'entre vous ont pu suivre en direct, pendant laquelle justement une déclaration a été signée par les 3 chefs d'État, à savoir donc le chef d'État, notre président de la République évidemment, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi le président Trump et le président du Rwanda. Et donc, avec cela, entre en vigueur, si vous voulez, l'accord de Washington. Je pense que ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que cet accord englobe plusieurs instruments et reflète aussi une longue marche, si vous voulez, une longue séquence d'efforts diplomatiques. Mais alors, ces accords qui ont été signés, est-ce que ça va être mis en exécution? Il faut dire que les deux présidents se sont engagés à tout faire pour que la paix revienne dans la région. Le président Félix Tshisekedi a insisté là-dessus que son pays va faire de son mieux pour que l'accord soit réellement une réalité. La République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos 2 peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie. Et le président rwandais, Paul Kagame, n'a pas dit autre chose. Il a dit aussi que le Rwanda fera son possible pour que cet accord soit mis en pratique. Rwanda, I know, will not be found wanting. I can assure you of that.
Our only objective is and has always been for our country to be safe and secure after having endured so much tragedy. We now only want to look forward in confident expectation of a prosperous and stable future. C'est un accord donc qui visait le rapprochement entre les deux pays, sous la médiation américaine, mais également avec les efforts du Qatar, mais également avec les autres présidents qui étaient en place, qui étaient sur place. J'ai cité Joao Lourenço, j'ai cité William Ruto, j'ai cité également Évariste Ndayishimiye. Ce sont des témoins. Et ils sont là aussi pour aider le Congo et le Rwanda à respecter les accords qui ont été signés. Mais si on essaie de voir, ne fût-ce que sur la forme, j'ai vu beaucoup de gens insister sur le fait que ces deux présidents, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, ne se sont pas donné la main. Normalement, selon les usages, quand on signe de tels accords, on se serre la main pour montrer que on s'engage réellement à dépasser les clivages. Cela n'a pas eu lieu. Et je rappelle qu'avant la signature de cet accord, les deux présidents avaient eu chacun un tête-à-tête avec Donald Trump. Il s'agissait de faire une sorte de répétition pour voir comment la cérémonie allait se dérouler. Et c'est au cours de ces tête-à-tête, je pense, que l'un peut-être, je ne sais pas qui, ou les deux, a dit qu'il ne voulait pas serrer la main de l'autre. En tout cas, c'est étonnant. Vous signez un accord censé mettre fin au conflit, et là, vous refusez de vous serrer la main. C'est un geste normalement très significatif. Sur le plan symbolique, se serrer la main signifie beaucoup de choses. Et on s'attendait justement à ce que les deux présidents se serrent la main, et ce geste n'a pas eu lieu. On voyait que chacun restait dans son coin. Le président Trump était entre les deux et ils ne se sont pas serrés la main. C'est étonnant. Et je peux dire même que c'est regrettable. Parce qu'il aurait fallu vraiment montrer au public, montrer au monde entier qu'on s'engage à dépasser les clivages, à ouvrir un autre chapitre, à voir comment les deux pays travailleraient ensemble. Et je le disais aussi, malgré la signature de cet accord, les combats continuent. On peut dire que les combats même s'intensifient. Depuis quelques jours, les combats dans le sud du Kivu sont très, très intensifs, très meurtriers. Puisque vous le savez aussi, le M23 vise la prise de la ville de d'Uvira. Le M23, et ses soutiens bien entendu, veut conquérir la ville d'Uvira. Et la ville d'Uvira est farouchement défendue par les forces armées de la République démocratique du Congo, mais également par le Burundi. Parce que le Burundi craint que si le M23 et le Rwanda envahissent la ville d'Uvira, il créerait des problèmes sérieux pour le Burundi, justement, puisque la ville d'Uvira est à côté de la ville de Bujumbura. Et le Burundi, selon les dires même du président Évariste Ndayishimiye, le Burundi craint que, justement, le Rwanda veuille envahir le territoire burundais. Et Évariste Ndayishimiye dit clairement, menace que si le Rwanda attaque le Burundi à partir d'Uvira, le Burundi attaquerait également le Rwanda à partir de Kirundo vers Bugesera.
ce qui serait évidemment une guerre généralisée, comme le dit le président burundais lui-même. Et donc, il y a cette volonté de prendre la ville d'Uvira de la part du M23 et cette volonté acharnée de défendre la ville de la part des forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés, les Wazalendo et les troupes burundaises. Et donc, malgré la signature de cet accord, les combats s'intensifient autour de la ville de Bukavu. Il y a des informations contradictoires. J'apprends que les combats, les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à repousser les assauts du M23 et que les combats se seraient plutôt dirigés vers la ville. Ça veut dire que les rebelles du M23 ont reculé jusqu'à dans la cité de Kamanyola. Et les combats se dérouleraient maintenant à la cité de Kamanyola. Kamanyola, c'est une cité qui se trouve à la frontière entre les trois pays, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Et donc, la signature de cet accord n'a pas empêché la poursuite des combats. Est-ce qu'on peut dire pour autant que le processus de paix est rompu? Non, puisque justement, l'accord a été signé. Comment faire alors pour que les accords soient mis en application? C'est ce qu'on attend de voir. Les deux présidents se sont engagés à le faire. Chacun a exprimé sa volonté, sa bonne foi d'aller de l'avant, d'ouvrir un nouveau chapitre, et malgré le fait justement qu'ils ne se sont pas serrés la main. Mais au moins, ils ont dit publiquement qu'ils allaient le faire. Et les témoins, leurs homologues, burundais, angolais et kenyans, se sont dit également prêts à travailler avec les deux présidents pour que ces accords soient vraiment une réalité. Mais en parlant justement de ces témoins, vous savez, peut-être ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand on voit, il y a Lorenzo justement qui est le président en exercice de l'Union africaine, mais même si le président Ruto est président aussi de l'EAC, sur le plan relationnel, on dit que le président Ruto est très proche du président rwandais Paul Kagame, alors que le président burundais, Evariste Ndayishimiye, est proche du président congolais Félix Antoine Tshisekedi. Ça veut dire là que vraiment les deux présidents étaient entourés des alliés, mis à part le président angolais, qui serait aussi quand même aussi plus proche de Tshisekedi que de Kagame, mais lui, au moins, essaie de montrer un côté neutre. Mais les deux autres, justement, chacun, dans ce conflit, chacun a un penchant. Mais puisque, justement, ils étaient là, ça veut dire que chacun jouait aussi un rôle de partisan. Dans tous les cas, justement, l'accord de paix a été signé. Les deux présidents se sont engagés à travailler ensemble. Mais ce qu'il convient aussi de dire, c'est ce rôle de Donald Trump. Ça veut dire le président américain qui a tout fait pour que la signature de cet accord intervienne. Mais d'après les observateurs, et j'ai essayé de suivre, on se demande si justement l'accord n'a pas eu lieu puisque le président américain l'a voulu. Autrement dit, il n'y a pas de réelle volonté entre les deux présidents. Il n'y a pas de réelle volonté du côté du président Tshisekedi et du côté du président rwandais. Ça se montre d'ailleurs pourquoi ils ne se sont pas serrés la main. Et que donc, cet accord serait un accord imposé. Mais si c'est un accord imposé, sans la bonne volonté des deux protagonistes, ça veut dire que l'accord sera très difficile à mettre en application. Et le président rwandais, qu'est-ce qu'il a dit dans son discours en s'adressant au président Donald Trump? Il a dit, si vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, si cet accord n'est pas appliqué, ce sera de notre faute.
on peut interpréter ces propos très différemment. Ça veut dire peut-être, vous nous avez imposé, vous nous avez mis le fusil sur la tempe, mais nous ferons ce que nous voulons. Est-ce que les États-Unis, si les deux présidents ne montraient pas de bonne volonté, ne respectent pas leurs engagements signés hier, est-ce que les États-Unis sont prêts à user de la force? C'est ce qu'il faudrait voir. Et nous avons vu que Donald Trump disait, pas hier, mais il a dit que si il y a quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, il prendrait des sanctions. Est-ce qu'il va s'engager sur ce terrain-là? Est-ce qu'il y a eu des menaces? Ça veut dire, en s'adressant au président Tshisekedi et Kagame, chacun séparément avant la signature de cet accord, est-ce qu'il s'est montré menaçant, disant que si l'accord n'est pas respecté, il y aurait des sanctions qui seraient prises? C'est possible. Mais évidemment, rien n'a filtré de ce qui s'est dit avant la signature, la cérémonie de signature. Ce qu'on essaie de dire, c'est que si la signature de l'accord a eu lieu, s'il y a eu des engagements qui ont été pris, il faudrait réellement qu'on s'engage maintenant sur la voie de la paix, que réellement ce qu'on a signé soit mis en application, sous l'égide et peut-être aussi sous le regard vigilant et attentif des États-Unis d'Amérique et du Qatar. Ce sont des alliés des deux pays, mais ce sont également des puissances. Et quand on dit puissance, il y a des moyens. Il y a des moyens de contrainte. Mais en parlant de contrainte, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Mais ce qu'il faudrait aussi dire, justement, c'est que même si quand même ce qu'ont fait les États-Unis est très positif, mais on se demande le rôle des Nations Unies dans tout cela. Puisque ce qu'a fait l'administration de Donald Trump, normalement, c'est le rôle des Nations Unies. C'est les Nations Unies qui devraient tout faire pour que la paix revienne dans le monde. C'est sa mission principale. C'est sa mission principale. Vous savez, au Congo, il y a une mission des Nations Unies, des casques bleus qui sont là depuis plus de 20 ans, mais qui ont échoué à arrêter cette guerre. Différentes guerres d'ailleurs, puisque il y a un conflit qui dure depuis 30 ans, mais les guerres à répétition, les rébellions qui naissent, qui s'endorment, il y en a plein. Et les observateurs, normalement, les casques bleus devraient tout faire pour que la paix revienne. Mais ils n'y arrivent pas. Et donc, on dit, l'administration Trump s'est montrée plus efficace que les Nations Unies. Et l'Organisation des Nations Unies, normalement, est là pour assurer que la paix règne dans tous les pays du monde. C'est malheureux, mais on voit que cela n'est pas le cas. Et donc, il a fallu que les Nations Unies restent en retrait et que les États-Unis de Donald Trump mettent le paquet pour que les négociations puissent avoir lieu et que cette signature qu'on a vue jeudi puisse être une réalité. Donc, on attend de voir si la paix revient réellement à l'est de la République démocratique du Congo. Mais pour cela, justement, il faut d'abord que les deux parties observent ce qu'ils ont signé. Ce qu'ils ont signé, ça veut dire d'abord le cessez-le-feu. Et les deux parties s'accusent jusqu'à présent de violer le cessez-le-feu. Ça veut dire ils sont les deux parties continuent les combats s'intensifient. Et ce qui complique peut-être les choses, c'est que ce qui a été signé le 29 juin déjà, qui a été confirmé hier, c'est qu'il y a des clauses
qui, sur le plan pratique, est très difficile à mettre en œuvre. Puisque la République démocratique du Congo demande que le Rwanda retire ses troupes. Le Rwanda ne reconnaît pas disposer de troupes sur le sol congolais, mais dit avoir ce qu'il appelle des mesures défensives. Et donc, que ce soit des troupes ou que ce soit des mesures défensives, il faudrait que le Rwanda arrive à retirer ses hommes et ses armes. Mais le Rwanda dit que ces mesures défensives ne seront pas levées tant qu'il n'y aura pas la neutralisation des FDLR. Ce mouvement, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, ce mouvement rebelle qui se bat contre le gouvernement de Kigali. Et justement, dans les accords qui ont été signés, il faudrait aussi que le gouvernement congolais arrive à neutraliser ce mouvement rebelle. Compliqué justement, puisque le Congo dit que les FDLR étaient installés dans les zones qui sont maintenant sous le contrôle du M23. Encore une fois, je pense que le fait que nous ayons franchi ce cap très important avec la signature au niveau de chefs d'État de ces engagements, des engagements qui prévoient justement très clairement une concomitance entre le retrait des troupes rwandaises et la neutralisation des FDLR, je pense que ceci nous donne un cadre assez clair qui clarifie justement ou qui explique, qui illustre les responsabilités des uns et des autres. Et il en revient au président Trump et à son équipe de savoir quels sont les leviers potentiels ou existants qu'ils veulent activer pour accélérer les choses ou pour rendre leur rôle de facilitateur peut-être plus percutant. Et dans ce qu'a dit Donald Trump ce jeudi, il a dit que le gouvernement congolais a tout fait pour neutraliser, a fourni beaucoup d'efforts pour neutraliser les FDLR et que beaucoup d'éléments du FDLR sont rentrés chez eux. Évidemment, le Rwanda ne le voit pas. Évidemment, le Rwanda n'est pas du même avis. Le Rwanda continue de réclamer la neutralisation des FDLR. Et donc, si les deux parties, les deux pays, n'arrivent pas à s'entendre sur ce qu'il faut neutraliser, d'abord le retrait des troupes rwandaises, et puis ils disent le retrait des combattants non étatiques, les forces combattantes non étatiques doivent se retirer. Ça veut dire que le M23 également doit déposer les armes. Et ce sera très compliqué. Puisque justement, il y a des accords qui ont été signés entre les deux pays, mais il y a également les accords de droit qu'on attend pour voir. Le M23 jusqu'à présent n'est pas concerné par ce qui a été signé à Washington. Et c'est officiellement le M23 qui continue les combats contre les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Et donc, pour l'instant, ce qui a été signé hier ne permet pas réellement, et on le voit sur le terrain, le véritable retour de la paix. On essaie de voir, avec peut-être la vigilance des États-Unis, avec les efforts des présidents africains qui étaient à Washington, on verra comment cela va évoluer. Mais dans tous les cas, c'est un signe positif c'est un geste positif qui a été posé hier. C'est un événement majeur dans le cadre du processus de paix. Mais ce qu'on voit maintenant, ce qu'on observe, c'est que les combats continuent et c'est malheureux, puisque justement, quand on dit qu'il y a des combats, ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent, qu'il y a des gens qui se déplacent, qu'il y a des dégâts matériels, j'en passe. Cela veut dire donc que, oui, on salue le pas qui a été franchi avec la signature de cet accord de paix entre les deux présidents, mais il faut d'abord que les combats cessent et que les deux présidents travaillent ensemble pour les intérêts des deux peuples, le peuple rwandais et le peuple congolais, qui sont des peuples frères normalement. Et voilà, mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir et bonne fin de semaine.